Bon, décortiquons un peu ça aujourd'hui. Bienvenue dans cette nouvelle exploration en profondeur. Je suis vraiment ravie de vous retrouver, enfin de retrouver tous ceux qui écoutent cette émission, pour une plongée au cœur des sources qui, franchement, bousculent pas mal d'idées reçues. Ouais, bonjour. Et c'est le moins qu'on puisse dire. Le texte qu'on aborde aujourd'hui a de quoi donner le vertige. Ah, ça c'est clair. On se concentre sur des extraits d'un ouvrage vraiment massif, L'introduction à la pensée complexe d'Edgar Morin, publié aux éditions du Seuil. Et pour ceux qui ne situent pas forcément, Edgar Morin, c'est juste une figure incontournable. Directeur émérite au CNRS, docteur honoris causa de je ne sais combien d'universités à travers le monde, son œuvre, elle essaye carrément de déchiffrer la complexité du réel. C'est ça. Et je tiens d'emblée à rassurer notre auditoire. La mission de notre discussion d'aujourd'hui, c'est pas du tout de recracher une théorie académique abstraite ou de mémoriser des concepts obscurs. Surtout pas. L'objectif, c'est d'utiliser ce texte pour comprendre un truc très précis. Pourquoi notre monde actuel, qui est pourtant saturé d'informations, nous semble-t-il si confus? Et comment la pensée complexe de Morin peut nous offrir un raccourci intellectuel assez puissant pour y voir plus clair, sans se sentir submergé? Ouais, l'idée c'est de changer radicalement de paire de lunettes en fait, pour mieux observer notre quotidien, la science et même le monde de l'entreprise. C'est exactement l'enjeu. Et ce qui est passionnant, dès les premières pages, c'est qu'il pose un constat presque contre-intuitif. Ah, ce fameux paradoxe, hein. C'est vraiment le point de départ. On n'a jamais accumulé autant de connaissances dans l'histoire de l'humanité, on a des datas sur tout, mais paradoxalement, l'aveuglement, l'erreur, l'ignorance, ça progresse aussi. C'est ce qu'il appelle l'intelligence aveugle. C'est un concept fascinant. Morin nous explique que notre héritage occidental, en gros depuis Descartes, il repose sur un paradigme de simplicité. C'est-à-dire? C'est-à-dire qu'on a pris l'habitude de structurer notre pensée autour de la disjonction et de la réduction. La disjonction, c'est séparer les disciplines de manière étanche. On coupe la réalité en tranches. Et la réduction, c'est isoler les objets de leur environnement pour les étudier. Ouais, on regarde le détail en oubliant le contexte, quoi. Exactement. Et le problème, c'est que quand on pousse cette logique à l'extrême, on finit par créer de l'aveuglement. Le texte donne un exemple historique assez frappant avec l'Union soviétique. Ah oui, l'analyse du goulag. Ça, c'est un moment fort des sources. Totalement. Face à un phénomène aussi vaste que l'URSS, la simplification a poussé les observateurs dans deux pièges opposés. Soit ils réduisaient toute l'URSS uniquement au goulag, ce qui efface toute la complexité de la société de l'époque. Soit ils faisaient l'inverse. Par disjonction, ils considéraient le goulag comme une simple anomalie, un truc périphérique lié à la guerre froide, en ignorant que c'était le cœur même du fonctionnement du régime. Voilà. Dans les deux cas, c'est une mutilation de la réalité. Et Morin est assez acide sur les conséquences de cette méthode de pensée, même dans nos universités aujourd'hui. Ah, la fameuse haute crétinisation. L'expression est tellement drôle, mais le fond est glaçant quand on y réfléchit. C'est le résultat direct de l'hyperspécialisation. On produit des experts brillants dans des micro-domaines, mais qui sont totalement incapables de relier leur savoir aux conséquences globales. C'est le moment AA de notre lecture, je trouve. On comprend enfin pourquoi on se sent si perdu au milieu du fil d'actualité. Trop de fragments non reliés créent la confusion mentale. C'est tout à fait ça, et c'est lié à un très vieux rêve scientifique qu'il faut déconstruire. Et voici où ça devient vraiment intéressant, parce que là on touche à la physique. La science classique, elle rêvait d'un univers parfait, une horloge mécanique impeccable, le fameux démon de Laplace. Le démon de Laplace, oui. Cette idée que si une intelligence suprême connaissait la position de chaque atome, elle pourrait calculer tout le passé et tout le futur. C'était le rêve de l'ordre absolu. Sauf que la thermodynamique a débarqué au 19e siècle et a tout cassé. Ce qui est fascinant ici, c'est la collision entre deux idées. D'un côté, le deuxième principe de la thermodynamique, c'est l'entropie. L'idée que l'univers tend irrémédiablement vers la dégradation, vers le désordre absolu. L'univers s'organise en se désintégrant. C'est poétique presque. Oui, et la biologie vient percuter ça. La biologie, c'est la création d'organisation. Comment l'ordre peut-il naître dans un univers qui court vers le désordre? Morin cite des exemples mémorables dans le texte pour illustrer ça. Les tourbillons de Bénard, par exemple. Exactement. En mécanique des fluides, quand on chauffe un liquide par en bas, l'agitation thermique crée un désordre monstre. Mais à un certain stade, cette turbulence s'auto-organise. Ça forme des structures hexagonales régulières, c'est ça, non? C'est ça. L'ordre naît littéralement de la chaleur et du désordre. Mais l'exemple le plus vertigineux du texte, ça reste la naissance de l'atome de carbone. La brique de base de la vie. Absolument.
L'atome de carbone ne se forme qu'au cœur des étoiles mourantes, dans une désintégration et un chaos inimaginable. Il faut la collision simultanée et chaotique de 3 noyaux d'hélium pour le créer. L'univers doit se détruire de manière cataclysmique pour organiser la matière vitale. C'est fou de se dire que notre existence physique dépend d'un chaos stellaire originel. Et ça m'amène directement à cette idée du système ouvert qu'il développe. Le système ouvert, oui, par opposition au système fermé qui finit par mourir de sa propre entropie. L'image de la flamme d'une bougie, ou même du corps humain dans le texte, est très parlante. C'est un équilibre instable, un steady state. En apparence, notre corps est une structure stable, mais à l'intérieur, nos cellules meurent par milliards et se renouvellent en permanence. On est structuré par notre propre destruction interne, en permanence. C'est clair. Et du coup, face à ce monde qui est tout sauf une horloge bien rangée, Morin propose une vraie boîte à outils. Il donne 3 grands principes pour structurer cette fameuse pensée complexe. Est-ce qu'on peut les détailler pour notre auditoire? Bien sûr. Le premier outil, c'est le principe dialogique. À ne pas confondre avec la dialectique, attention. Tout à fait. La dialectique classique cherche une synthèse qui efface les contradictions. Le principe dialogique, lui, unit des antagonismes qui se combattent, tout en étant complémentaires, sans chercher à résoudre le conflit. Comme l'ordre et le désordre qu'on vient de voir. Voilà. Morin cite Héraclite à ce propos. Vivre de mort, mourir de vie. Ah oui, l'apoptose cellulaire dont on parlait. Notre organisme vit précisément grâce à la mort continue et programmée de ses propres cellules. C'est un antagonisme parfait mais vital. C'est l'essence du principe dialogique. Le deuxième principe de la boîte à outils, c'est le principe de récursion organisationnelle. Celui-là, il brise vraiment la notion classique de cause à effet linéaire. Il la pulvérise. Dans la récursion, le produit est lui-même producteur de ce qu'il engendre. C'est une boucle. L'exemple de la société est super clair là-dessus. Si on y pense de manière basique, on se dit que ce sont les individus qui produisent la société. C'est vrai, mais c'est incomplet. Les individus produisent la société par leurs interactions, oui. Mais la société, une fois créée, avec sa culture et son langage, elle produit les individus. Sans la société, l'individu humain, tel qu'on le conçoit avec une conscience et un langage, n'existerait pas. On est les producteurs d'un système qui nous produit en retour. Exactement. La cause devient l'effet et vice-versa. Et enfin, le troisième outil, c'est le principe hologrammatique. La partie est dans le tout, et le tout est dans la partie. C'est ça. Comme dans un hologramme physique, chaque fragment contient l'image globale. Biologiquement, chaque cellule humaine contient la totalité de notre code génétique. Et sociologiquement, c'est pareil. Toute la société, avec ses règles, ses tabous, s'imprime dans l'esprit de chaque enfant dès son éducation. La macrostructure est logée dans la microstructure. Ce principe nous interdit de séparer l'individu du système global pour l'analyser. Tout est imbriqué. Bon, alors avec ces 3 concepts en tête, qu'est-ce que tout cela signifie concrètement pour l'action au quotidien, pour la stratégie ou même pour l'entreprise? C'est là que la pensée complexe passe de la théorie à la pratique. Morin introduit l'écologie de l'action. Il explique que dès qu'on agit, notre action entre dans un jeu d'interaction avec l'environnement et échappe à nos intentions initiales. Ce qui amène à cette distinction majeure entre le programme et la stratégie. C'est fondamental. Le programme, c'est une séquence d'instructions. Ça fonctionne merveilleusement bien dans un environnement stable. On appuie sur un bouton, on obtient le résultat. Mais face à l'imprévu, le programme plante. Alors que la stratégie, elle, intègre l'aléa. La stratégie part d'un but, mais elle utilise l'erreur, le hasard et les perturbations pour avancer. L'exemple de Napoléon à Austerlitz dans les textes illustre ça à la perfection. S'il avait suivi un programme militaire rigide face à des armées plus nombreuses, il perdait. Au lieu de ça, il a utilisé un élément chaotique de l'environnement. Le fameux brouillard imprévisible sur le plateau de Pratzen. Il s'en est servi pour cacher ses troupes. L'aléa est devenu son atout. C'est la définition de la pensée stratégique complexe. Et ça rejoint l'idée que l'humain et la société sont ce qu'il appelle des machines non triviales. Une machine non triviale, c'est l'inverse d'une machine prévisible, c'est ça, hein? Exactement. Une machine triviale, on connaît l'entrée, on prédit la sortie à 100%. L'humain, lui, est fondamentalement imprévisible. Le texte donne des exemples historiques de cette imprévisibilité. Comme Gorbatchev en URSS qui détruit le système qu'il dirigeait. Ou Jeanne d'Arc, ou même les étudiants chinois descendant dans la rue de manière totalement inattendue. L'histoire est faite par des machines non triviales en temps de crise. On ne peut pas programmer l'évolution humaine. Et c'est une leçon énorme pour le monde de l'entreprise. Parce qu'on voit bien que l'excès de règles, le taylorisme poussé à bout, la bureaucratie écrasante, ça sclérose tout.
Ça tue l'organisation. L'exemple de l'économie planifiée soviétique est très révélateur sur ce point. Ah oui, c'est frappant dans le texte, le système officiel soviétique était tellement rigide qu'il ne pouvait pas fonctionner en réalité. S'il a tenu si longtemps, c'est uniquement grâce à l'anarchie spontanée. Les arrangements clandestins à la base, les directeurs d'usines qui trafiquaient entre eux pour obtenir les pièces manquantes. La résistance collaborait avec le système pour le faire fonctionner, c'est paradoxal et brillant. Toute organisation a besoin d'une dose de désordre créateur pour survivre, pour s'adapter. Si on fiche tout par un programme, le système meurt. Ça demande une vraie modestie de la part de ceux qui dirigent. Et ça touche à notre rapport même à la raison. Il y a un passage fascinant sur la différence entre la rationalité et la rationalisation. C'est le grand péril de la connaissance. La rationalité, c'est ouvert. C'est une logique qui accepte de dialoguer avec la réalité, même quand la réalité est irrationnelle ou imprévisible. Elle accepte ses limites. Voilà. Alors que la rationalisation, c'est le délire de la cohérence absolue. C'est un système d'idées fermées qui écarte violemment tout ce qui ne rentre pas dans ces cases. Comme la paranoïa. C'est la comparaison exacte du texte. Le paranoïaque a une logique implacable, mais son système est étanche au réel. Il rationalise tout pour confirmer sa théorie. Et c'est dingue parce que le réel le plus proche de nous, c'est nous-mêmes, et pourtant on s'ignore. L'exemple d'Antoine et Cléopâtre est parfait pour l'illustrer. Un très beau passage, en effet. L'esprit de Marc-Antoine crie son amour pour Cléopâtre. Il est persuadé d'être maître de ses pensées, mais il ignore totalement qu'il est en fait composé de milliards de cellules. Et ces cellules, elles ne savent ni qui est Cléopâtre, ni même qu'elles forment un individu appelé Antoine. Le grand inconnu, c'est nous. Si on connecte cela à l'image globale de la pensée complexe, Morin nous avertit. Vouloir une totalité explicative, c'est dangereux. Il cite Adorno sur ce point. La totalité et la non-vérité. La totalité et la non-vérité. C'est une phrase essentielle. Prétendre avoir un modèle qui explique tout, c'est déjà être dans l'erreur. Morin estime que nous sommes encore dans la préhistoire de l'esprit humain. L'âge de fer planétaire, oui. Une époque de barbarie des idées où les idéologies s'affrontent de manière aveugle au lieu de dialoguer. C'est un constat sévère, mais c'est aussi un appel à faire évoluer notre conscience. C'est un outil hyper libérateur, en fait. Ça nous apprend qu'on ne peut pas tout contrôler avec un programme rigide. Et qu'on ne doit pas essayer de le faire, d'ailleurs. Exactement. L'incertitude, c'est pas un bug du système, c'est le moteur même de l'innovation et de la vie. Et pour conclure, ça me donne envie de laisser une pensée un peu provocatrice en suspens pour ceux qui nous écoutent, en extrapolant à partir de cette fameuse idée du système ouvert dont on a parlé. Je vous écoute. Puisque notre organisme physique, pour maintenir sa structure stable, est obligé de se nourrir du désordre et d'échanger de l'énergie avec l'extérieur, que se passe-t-il au niveau mental si l'on décide de s'enfermer dans une chambre d'écho intellectuelle ? Ah, c'est une excellente question. Un esprit qui refuse systématiquement d'échanger avec des opinions contraires ou inattendues ne risque-t-il pas de subir la terrible loi de la thermodynamique, c'est-à-dire l'entropie cognitive, la dégradation et finalement la sclérose totale de la pensée ? La mort thermique de la réflexion, en somme. C'est ça. Une question à méditer sérieusement, je crois, pour garder notre esprit bien vivant. Merci d'avoir exploré ces concepts passionnants avec moi aujourd'hui. Merci, c'était un plaisir de décortiquer tout cela.